bienvenue dans votre numéro de Libre Parcours. Libre Parcours qui est une émission qui retrace le parcours exceptionnel de dignes fils de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous allons découvrir le parcours d'un fils exceptionnel que je veux vous laisser découvrir dans un instant. Ça va? Vous venez d'arriver? Oui, oui. D'accord. On peut... Je laisse mon verre? Bon, oui, vous pouvez laisser. Hein. Partez sans verre. Ok. Ouais. De l'autre côté. Bah, Je sais pas. On va. c'est... Comme promis, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous un invité qui a un parcours exceptionnel, un jeune leader, un passionné des débats républicains. C'est n'est autre que Chris Mukendi qui est avec nous dans ce plateau de Libre Parcours. Monsieur Chris, vous allez bien? Très bien, madame, merci. La santé, ça va et tout? Oui, ça va. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez à pouvoir échanger avec les Congolais à travers cette belle émission. Et je pense qu'à travers les thématiques qui seront développées, je ferai beaucoup plus ample connaissance avec, ou inversement, les Congolais pourront découvrir la personne que je suis. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Chris, vous êtes originaire du Kasaï oriental, mais vous êtes natif de la ville de Kinshasa. Effectivement. Un Quinois à 100%. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Je crois que j'ai connu une enfance normale, comme tous les enfants de Kinshasa. Un peu turbulent, Un peu mouvementé. mais aussi très sportif. Donc j'ai l'avantage de naître dans une famille ou dans un quartier qui se trouve à côté du stade de Delvaux. Et les stades de Delvaux, c'était pour moi un premier parc. Oui. Un premier parc qui m'a vu jouer au football, un premier parc qui m'a vu en tout cas courir. Et, Chaque soir. Chaque soir, voilà, chaque soir, chaque week-end, c'était là les lieux de notre prédilection, comme tout enfant de Delvaux. Voilà. Et comme tout enfant aussi, j'ai connu un parcours scolaire normal. Oui. Mes parents m'ont inscrit à l'école Bobo Kolia Delvaux, Oui, toujours à où j'ai Delvaux. fait tout mon parcours scolaire, en tout cas primaire, et une partie aussi du secondaire. Après, je suis allé poursuivre mes études à l'école d'application à l'UPEN. Oui. Et troisième, pour continuer le cycle humanitaire, j'ai été au groupe scolaire Kingu, Exactement. où j'ai fait l'option commerciale et administrative. Oui. Et c'est là que j'ai décroché mon diplôme d'État. Et après mon diplôme, je me suis inscrit à l'Université pédagogique nationale, où j'ai passé 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai décroché mon titre de licence en gestion économique et de gestion. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça, si je dois me résumer sur mon enfance, à moins que nous puissions entrer dans d'autres Mais détails. Chris Mukendi, il a de frères et sœurs. Oui, Chris Mukendi a 4 frères et 5 sœurs. Donc D'une famille nous sommes une nombreuse. famille Voilà. de 11 enfants et tous sont en vie. Ah, d'accord. Et quel rôle a joué votre famille dans votre éducation? Je crois Surtout que quand on est d'une famille nombreuse, c'est toujours pas facile. un rôle modeste, je crois que le plus grand rôle que les parents peuvent jouer dans la vie des enfants, c'est de leur inculquer une bonne éducation d'abord à la maison, mais aussi leur donner la possibilité d'aller aux études. Et à cet effet, mes parents ont été vraiment exemplaires. Ils m'ont payé les études. Malheureusement, j'ai perdu mon père un peu tôt, quand je passais en deuxième graduat. Oui. Et c'était des périodes assez sombres où ma mère devait maintenant jouer les deux rôles. Au même moment, le rôle du père et au même moment jouer le rôle de la mère. C'était une période qui demandait à ce que je sois beaucoup plus consciencieux, que je sois beaucoup plus studieuse
studieux, pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas joué avec les études en tout cas. J'ai pas joué avec les études. J'étais très engagé et toujours parmi les 5 premiers, pour ne pas dire les premiers de la classe. Donc, avec preuve à l'appui, là. Ben oui, il y a des preuves. Hein. Il y a des preuves, il y a mes bulletins que je montre tout le temps à mes enfants pour dire voilà les résultats que moi je faisais à l'école. Il faut être brillant, il faut être travailleur. Et ils reproduisent heureusement les mêmes résultats aujourd'hui. Donc, j'ai connu une enfance normale, un peu de sport, du football, du ping-pong, un peu de basketball. Comme vous le savez, à l'Institut Bobokoli, il y avait 2 terrains de basket. Il y a 2 terrains de basket, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est adonné à tous ces sports, même au volleyball aussi. Donc vous étiez un peu dans tout. J'étais dans tout. J'étais dans tout, sans exception aucune. Au football. Avec et au football, j'étais allé un peu plus loin parce que j'ai même joué à l'équipe Les Bleus, qui est une équipe de football à Delvaux, mais aussi à l'équipe Le Jade. Donc je suis un amoureux du sport que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui pour me maintenir en forme. Nous voyons actuellement, voilà, vous êtes plus dans la course et tout. Chaque semaine, je continue à faire les sports, à domicile, tout comme en groupe. Hein, question de se maintenir en bonne santé. Je prendrai même un petit commentaire dans vos vidéos. Vous faites le sport, on vous posez cette question de savoir, vous êtes en train de vous préparer pourquoi? Apparemment, vous préparez un combat, apparemment, vous préparez quelque chose. Non, il n'y a pas de C'est juste combat. en parenthèse. Hein. Voilà, c'est juste pour se maintenir en forme parce que vous savez, il y a tellement de maladies aujourd'hui. Les sports vous préviennent hein, de tout ça. Ça vous éloigne des AVC, ça vous éloigne de beaucoup de choses. Donc on est sûr que vous préparez rien, c'est juste... non, c'est du sport. C'est juste le sport pour la santé. De se maintenir en forme. Voilà, ok. Alors, à l'université, parce que vous étiez quelqu'un de beaucoup d'énergie, vous êtes une personne qui était dans beaucoup d'activités, est-ce que pendant votre cursus aussi universitaire, vous avez eu à être dans des mouvements, par exemple, de mouvements de pression peut-être, de mouvements communautaires, on ne sait pas. Est-ce que c'est d'où est parti même les petits goûts d'être leader, le côté politique, être leader et tout? À l'université, dans aucun mouvement. En tout cas, aucun mouvement, à part les groupes d'études. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouvements à l'université. Hein. À l'époque, j'étais avec mon frère Jacques Indal à l'UPEN, qui était un grand meneur de troupes, qui s'est fait même exclure de l'université. Hein. Mais je n'ai jamais participé au mouvement organisé par lui, à l'époque déjà, parce que moi j'avais un objectif très clair. Je devais relever un grand défi de la famille, parce que je dois souligner ici que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont fait des études dans ma famille, chez mon père et chez ma mère, mais il faut le dire ici que j'ai été le premier à aller plus loin. Ah, d'accord. Plus loin. Okay. J'ai des frères qui ont fait l'université, mais qui ne sont pas allés aussi loin que moi. Donc j'avais un défi énorme, celui d'être le premier de la famille à pouvoir aller très loin. Et ces défis m'imposaient beaucoup de restrictions. Toujours ces côtés. Beaucoup de restrictions, mais aussi le fait que j'étais jeune, même s'il y avait des restrictions à un certain moment, on se laissait aussi aller. Hein. On se laissait aller. Côté, il fallait s'imposer peut-être. Oui, parfois il fallait aller dans les concerts des JB tout en étant étudiant. Okay. Bon, des kermesses, aussi parfois des mouvements de jeunes, dans des clubs. Hein. Donc voilà un peu. Mais j'ai été quand même assez équilibré de manière à ne pas plonger dans une extrémité. Parce que oui, c'est quand même compliqué parce que quand on est déjà dans plusieurs choses, kermesse, musicien et tout, donc, mais je n'avais pas perdu l'objectif. C'était déjà peut-être à 2 doigts de passer de l'autre côté. Non, pas du tout. Je connaissais mon objectif, je savais ce que je voulais et je me suis quand même fixé des limites dans mes actions. Même lorsqu'il fallait aller dans les concerts, je connaissais mes limites. Hein. Je ne sais pas comment on découche par exemple. Hein. Donc, à l'époque même à l'époque, je ne découchais pas. J'avais un père aussi sévère, donc je ne sais pas comment on découche. Hein. Parler du présent, c'est à l'époque quand même. C'est à l'époque quand vous étiez encore étudiant. Non mais justement, même à cette époque-là, déjà, les JB se produisaient au stade de Martyrs, dans les kermesses, des concerts jusqu'au petit matin. Hein. Mais je regardais très souvent ma montre et je savais qu'il était temps d'arrêter et puis de rentrer. Hein. Donc, j'étais très équilibré dans ma jeunesse. Oui, nous arriverons à ces points. Nous allons en parler dans notre seconde partie juste après ça.
Comme annoncé, nous abordons présentement notre seconde partie avec notre invité qui est là, qui consistera à parler de sa carrière et de sa profession. Chris Mukendi. Ça va? Très bien. Alors, j'étais en train de vouloir savoir justement l'envie de diriger. Vous êtes venu quand? Il faut dire que ce n'était pas d'abord l'envie de diriger, mais c'était plutôt l'envie d'entrer dans le monde politique. Cette envie est née de par ma présence au Parlement. J'ai eu la chance de me faire engager au Parlement de la RDC en 2004. Donc aujourd'hui, j'ai pratiquement 20 ans de carrière au sein de l'administration du Parlement. C'est pendant les débats au Sénat. En suivant les débats, j'étais secrétaire des séances à l'époque. Les secrétaires des séances, ce sont ces agents au Sénat qui prennent note pendant les interventions des sénateurs. Donc je m'asseyais dans la salle en train de prendre note pendant que les parlementaires étaient en train de faire leur exercice. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote de vos débuts? Parce que moi, je voudrais vraiment avoir ces côtés, le début, vos commencements. Comment ça s'est passé? Vous êtes réveillé un matin, vous dites, voilà, moi, je veux me plonger dans la politique. Non, mais justement, le goût de faire la politique est venu de ma présence dans mon milieu professionnel. C'est là que j'ai commencé à observer, j'ai dit, mais il y avait tellement de sénateurs que je trouvais parfois pas très compétents, pas très perspicaces dans leur travail, qui accusaient un certain déficit dans leur travail parlementaire. Et j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit, mais ces gars ici, je peux faire mieux que lui. Hein? Ces gens n'ont pas des cerveaux à double étage. Hein? Et c'est comme ça que j'ai commencé à ambitionner. À force d'écouter les débats, j'ai commencé à nourrir maintenant l'envie aussi de faire la politique. Mais il y avait aussi... C'est alors que j'ai décidé d'intégrer un parti politique. Je me dis, pour faire la politique, il faut intégrer un parti politique. Mais à l'époque, quels étaient ces sénateurs, par exemple, qui vous impressionnaient quand vous étiez encore en train de travailler dans le bureau? Non, mais ils étaient nombreux qui nous ont impactés. Il y a par exemple le sénateur Mokolo Ampombo. Où vous avez travaillé même dans son cabinet? Oui, j'ai travaillé avec lui de 2007 jusqu'en 2012. Il y a le sénateur Mokolo Ampombo. Il y a d'autres sénateurs dont j'oublie le nom, ça fait tellement longtemps. Nous sommes en 2004. Oui. Voilà, donc c'était le Parlement des transitions. Après les dialogues de Sun City, Sun City a décidé à ce que le Parlement qui était monocaméral à l'époque devienne un Parlement bicaméral. Nous avons eu deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc moi j'étais du côté du Sénat et c'est là que j'ai commencé en tout cas à développer le goût de la politique. Et en ce moment-là, j'ai décidé d'intégrer le MLC parce qu'à l'époque, le MLC, j'ai trouvé que c'était la meilleure école politique. La meilleure école politique. Il y avait de très bons intervenants dans les plateaux de télévision, à l'époque de Yves Kissombe, les Délices Sanga, les Jean-Lucien Boussa, les Thomas Louaka, François Mamba, c'était une crème qui ont pratiquement impacté notre décision. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans le cabinet du sénateur Mokolo Ampombo? Mais justement, pendant plusieurs années. Je me suis retrouvé dans le cabinet du sénateur Mokolo Ampombo parce que lorsque Mokolo Ampombo est élu premier vice-président du Sénat, le règlement intérieur de l'Assemblée du Sénat disait que une partie du personnel d'appoint devait provenir de l'administration. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé au cabinet de Mokolo Ampombo parce que, étant déjà membre de l'administration du Sénat et que son cabinet devait être formé au niveau du secrétariat par un personnel d'appoint qui devait provenir de l'administration. C'est comme ça que je me suis retrouvé au cabinet de Mokolo Ampombo comme son rédacteur. Voilà. De votre passage, qu'est-ce que vous avez eu comme essor ou héritage par rapport à ce passage dans son cabinet?
L'héritage dans les cabinets de Mokolo, c'est la perfection. La perfection parce que le président Mokolo, comme j'ai dit, j'étais rédacteur. J'étais en train de rédiger ses correspondances. Et une fois, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que je peux signer ces documents les yeux fermés? Il était en train de corriger. Il y a des jours où il n'avait pas de temps pour corriger tout ce qu'il y avait comme écueil dans les documents. Il me pose la question. Chris, est-ce que je peux signer ces documents sans lire? Je lui ai dit, oui, président, vous pouvez signer les documents sans lire. Et il a signé. Et il a signé. Donc ça veut dire qu'on avait atteint un niveau de perfection dans la rédaction de ces correspondances où il pouvait maintenant, après instruction, signer des documents sans avoir lu parce qu'il a développé la confiance dans ses collaborateurs que nous étions à l'époque. Donc c'est ce que je retiens de son cabinet. C'est beaucoup plus les sérieux, c'est beaucoup plus la perfection dans la rédaction. Et moi, quand j'écris, je tiens compte de tout en tout cas. Hein, je ne laisse pas passer des fautes d'orthographe. Et je crois, une partie, je le dois à l'école parce que j'ai fait Bobo Coli, j'ai été quand même très méticuleux. Mais aussi, sur les plans professionnels, je le dois à mon passage au cabinet de Mokolo Mpopo. Alors, Chris Mukendi, qui représente le nom de Jean-Lucien Boussa? Le nom de Jean-Lucien Boussa. Oui. Jean-Lucien, il représente... c'est un mentor. À l'époque, je travaille au Sénat, mais au même moment, Jean-Lucien est député national. Voilà. Et député national, tous les travaux de l'Assemblée nationale exécutés par Jean-Lucien dans le cadre de son travail parlementaire, c'est moi qui les saisis à la machine. Donc j'étais pratiquement l'assistant de Jean-Lucien. Tout en étant au Sénat, j'assistais Jean-Lucien parce qu'à l'époque, j'ai eu encore à faire mon adhésion au sein du MLC. Oui. Donc, Jean-Lucien, il y a une autre relation qui est une relation pratiquement familiale parce que j'ai épousé sa petite sœur, la sœur cadette à Jean-Lucien et mon épouse. Donc, je travaille avec lui. Il y a eu toutes ces ramifications dedans. Voilà. C'est la première fois que je l'ai dit dans un plateau de télévision. Donc nous avons une relation familiale, c'est mon beau-frère. J'ai épousé sa sœur depuis 2007, qui est mon épouse. Nous avons 18 ans de mariage aujourd'hui. Donc voilà. Félicitations. Merci. Parlons toujours de votre carrière. Vous avez eu à postuler à 2 reprises dans les législatives. Oui. En 2015 et en 2018. Et 2023. Et 2023, voilà. Alors, mais à 2 reprises, c'était que des échecs. Ouais. Qu'est-ce qui est dû à ça? Est-ce que c'était une mauvaise façon d'élaborer la stratégie ou bien c'est le destin? Je ne pense pas. Et surtout, est-ce qu'on doit encore s'entendre à votre candidature encore? Ça, c'est juste Vous savez, il y a une réalité électorale dans notre pays qu'on ne peut parfois pas expliquer. En 2018, c'était ma première expérience. Je n'ai pas du tout regretté mon échec. C'était une première expérience. Oui. J'ai travaillé, c'est vrai. Mais seulement, la loi électorale n'a pas favorisé aussi les maires élus. Il y avait une loi électorale qui instaurait les seuils de 1% après la proclamation des résultats. Mais aussi, comme vous savez, les processus électoraux dans notre pays, ça n'a jamais été un processus aussi transparent et crédible. Hein, il faut le dire, on ne va pas se les nier. Donc il y a toujours des contestations de part et d'autre et qui au finish, vous ne savez pas effectivement si vous avez été les meilleurs ou vous avez été effectivement un perdant. Donc ça c'est l'expérience de 2018, je n'ai pas été proclamé. Ok. J'en ai pas fait un problème. Voilà. Je considère que c'était une première expérience. Okay. Mais en 2023, j'ai acquis plus d'expérience. Mais aussi, mon électorat s'était étendu. Je n'ai pas, en tout cas, accepté la défaite de 2023. Oui. J'ai considéré que c'était de l'injustice
que j'étais effectivement élu, mais je n'ai pas été proclamé. Voilà, c'est ce qui a été même à la base de la dislocation entre moi et le président Bahati. Hein? Voilà. Et à la suite de cette injustice, j'ai dû décider de pouvoir quitter. Donc il y a une réalité parfois qui a une dimension purement politique, hein, qu'on ne sait pas cerner avec beaucoup de... avec notre intelligence. Mais il y a toujours cette soif-là, on s'attend encore, voilà, en 2028, encore... Bon, on va voir, hein, on ne va pas révéler les ambitions de 2028 maintenant. Vous savez, lorsque Hérode a appris que le roi des Juifs venait de naître, il a fait tuer tous les enfants. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, révéler maintenant. Hein. Lorsque Joseph a commencé à révéler ses rêves à ses frères, ils l'ont vendu. Donc il faut attendre parfois les bons moments. Vous ne prononcez pas. Voilà, pour le moment en tout cas, nous sommes en train, c'est trop tôt pour se prononcer. On travaille et nous faisons ce qu'on peut faire de mieux. Nous contribuons à travers les débats républicains, comme j'ai dit, à construire le pays. Et nous donnons notre point de vue sur les grands sujets d'actualité. Nous disons ce que nous pensons et au même moment, nous vendons notre offre politique en tant que parti politique aussi. Alors admettons aujourd'hui que Chris Mukendi est élu par exemple gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il aura une vision pour la ville? Quelle serait la vision qu'il aurait pour cette ville? Pour la ville de Kinshasa. D'abord, Chris Mukendi a déjà une vision pour, non seulement pour Kinshasa, une vision pour le Congo. Parce que lorsque vous créez un parti politique, le premier document qui accompagne le parti, c'est votre projet de société. Le projet de société, c'est la manière dont vous voyez le pays, la manière dont vous souhaitez diriger les pays, la manière dont vous pensez apporter des réformes. Et nous avons ces projets. Pour le Congo. Mais il faut dire qu'à Kinshasa, les plus grands défis à Kinshasa restent l'insalubrité. C'est les plus grands défis. On peut beau construire des routes à Kinshasa, on peut beau faire, c'est pas des terrains de football, des terrains municipaux dans toutes les communes, mais je crois que les plus grands défis de Kinshasa restent l'insalubrité. Et pour moi, tout gouverneur qui passe, qui n'arrive pas à réussir à rendre la ville propre, c'est un gouverneur qui a échoué. Donc pour moi, si jamais par absurde, parce que les élections c'est pas demain pour le gouverneur, donc si par absurde je deviens gouverneur de la ville de Kinshasa, mon plus grand défi sera d'abord de rendre la ville propre. Pourrions-nous dire que vous êtes ministrable? Ben, vous le pensez pas? C'est à vous de répondre. Je le suis bien sûr. J'ai une expérience forte de 20 ans de carrière déjà au niveau du Parlement, mais aussi j'ai été conseiller du ministre en charge des accords commerciaux, bilatéraux, multilatéraux. J'ai été chargé des missions du ministre, j'ai été assistant du ministre du Plan. Donc, fort de toute cette expérience, je crois avoir en tout cas toute la compétence nécessaire. Et aussi ma formation d'économiste me permet d'avoir une vue en tout cas panoramique assez élargie sur les Congo. Donc voilà, je pense être ministrable dans ces pays. Mais en 20 ans de carrière, 20 ans c'est quand même trop. Oui. Comment arrivez-vous à concilier votre côté père de famille, mari, et puis en même temps politicien? Vous faites comment? L'équilibre. Il faut toujours trouver l'équilibre. Surtout là où des décisions doivent vous revenir vous seul. C'est moi en tant que politique qui organise mon agenda. Et en tant que parent? En tant que parent, j'essaie aussi de m'organiser en tant que parent pour m'occuper de ma famille. Par exemple, moi les week-ends, je ne suis pas dehors. Donc samedi, dimanche, à moins que j'ai une fête ou un programme assez spécial, mais ce sont des journées vraiment consacrées à la famille. Je ne fais jamais des programmes les dimanches. Donc c'est un jour où je reste avec mes enfants, je sors avec mes enfants, je passe du temps avec eux, parce que 18 ans, quand tu as un enfant qui commence à atteindre 18 ans, il est déjà à la porte de sortie. Hein. Donc il faut laisser ses empreintes dans l'enfant et créer des souvenirs que l'enfant ne pourra pas perdre demain. Votre plus grande erreur en politique? Ma plus grande erreur en politique? Oui. Oh non, je ne crois pas que mon parcours politique soit constitué d'erreurs.
Et je crois que c'est beaucoup plus constitué d'expérience. Même tous les échecs. Je reviendrai sur l'expérience aussi. Voilà. Là, nous sommes d'abord dans le côté erreur. Parce qu'on commet tous des erreurs dans notre chemin. Non, je ne voudrais pense vraiment pas. connaître. Donc, Je ne pense vous n'avez pas commis d'erreur. Je ne pense pas avoir commis une erreur en quittant les MLC. Je ne pense pas avoir commis une erreur en quittant les partis des gens lycéens. Je ne pense pas commis une erreur en adhérant au parti des Bahati. Je ne pense pas commis une erreur non plus en quittant Bahati et en créant Écolo. Donc je crois que ce sont des étapes importantes de ma vie qui m'ont forgé aujourd'hui. On en parlera même de Justement. votre parti écolo d'un moment à l'autre. Voilà. On essaiera d'en parler. Mais votre plus grand exploit alors en politique? Mon plus grand exploit en politique, c'est d'avoir imposé mon nom. Le nom de Chris Mukendi. C'est mon plus grand exploit. Voilà, c'est ma plus grande richesse. Qu'aujourd'hui, Chris Mukendi soit compté parmi les meilleurs acteurs. Chris Mukendi soit compté parmi les meilleurs analystes politiques, Chris Mukendi soit compté parmi les meilleurs communicateurs, Chris Mukendi parmi les meilleurs acteurs politiques. Et pour moi, c'est un plus grand exploit qui dépasse même des postes ministériels ou la fonction de député. D'accord. Nous sommes toujours avec Chris Mukendi. On se retrouve pour la troisième partie pour parler de son parti écolo et autres conseils tout à l'heure. Pour notre troisiisième partie, cette troisième partie qui va concerner le parti politique de notre invité Chris Mukendi qui est toujours avec moi. Ça va? Oui, très bien. Alors, le parti politique écolo. Écolo qui veut dire le pays. Oui, la patrie. La patrie. Pourquoi écolo? Pourquoi avoir choisi le nom de écolo? Parce qu'après, la plupart des partis politiques, c'est plus déjà en français. Union, parti pour, Union des démocrates pour le progrès social. Pourquoi avoir choisi écolo en lingala? D'abord écolo parce que ça transcende les partis politiques. Les partis sont en réalité un cadre restrictif. Les partis sont des cadres beaucoup plus, en tout cas, partisans, dont l'objectif n'est pas toujours que la patrie. C'est vrai que beaucoup de partis politiques exercent leurs ambitions dans le sens de conquérir le pouvoir, mais très souvent, l'intérêt n'est pas toujours la patrie. Très souvent, l'intérêt, c'est leur objectif, accéder au pouvoir, caser leurs militants, caser les cadres du parti. Mais nous, au-delà de cette ambition de parti politique, c'est la République qui passe avant tout. Mais aussi parce que nous avons observé dans la plupart des partis politiques la promotion des antivaleurs telles que les tribalismes. Lorsque nous disons écolo, ça veut dire que nous allons au-delà de la tribu. Lorsque nous disons écolo, nous allons au-delà de l'ethnie. Donc écolo, ça rassemble tous les Congolais de tous bords, de toutes les provinces, sans discrimination aucune. Voilà, vous allez faire certainement cette observation que tous les partis politiques, lorsque les leaders et de l'Est, les membres du parti politique qui composent ces partis politiques sont pour la majorité les ressortissants de l'Est. Mais en parlant de écolo, alors si je vais dans la même logique, en parlant d'écolo, on va dire que c'est un parti politique de Bangala, peut-être alors. Non mais justement, c'est ce qu'on a évité. Voilà. C'est ce qu'on a évité parce que nous avons détecté au sein de tous les partis politiques ces virus-là. Nous avons constaté ces cancers-là qui est les tribalismes. Et nous, on n'a pas voulu fonctionner comme ça. Nous avons dit il faut transcender. Les gens qui adhèrent à Écolo ne s'identifient pas directement au leader du parti. Ils disent que non, c'est un parti des Kassaïens. Non, non. Alors, ils sont de tous les bords. Quelle est la vision principale de Écolo? La vision principale de Écolo, c'est la sécurité sociale. En deux mots, la vision d'Écolo, c'est la sécurité sociale. Parce que nous sommes face à ces paradoxes d'un pays, aux potentialités énormes, un pays riche, mais dont la population est pauvre.
Nous avons dit, mais pourquoi ces paradoxes-là? Lorsque vous êtes dans les pays d'Europe, vous ne savez pas faire la différence entre les riches et les pauvres. Mais chez nous, au Congo, la différence ou le fossé est tellement criant que lorsque vous regardez deux personnes, vous constatez, même dans les constructions des maisons, vous sentez que celui-ci il est pauvre, l'autre là il est extrêmement pauvre. Celui-ci il est riche, l'autre est extrêmement dans la pauvreté. Hein? Donc notre démarche aujourd'hui, notre combat, notre lutte, c'est en tout cas l'égalité, même si on n'atteindra jamais l'égalité dans notre pays. Mais voilà. Ce sont des valeurs qui sont prônées dans notre constitution que nous, en tant que parti politique, nous prônons en tout cas l'effectivité. Donc écolo, l'objectif principal, c'est aussi gagner le pouvoir. Justement, un parti politique a pour ambition, tout parti politique oui. a pour ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Jusqu'à la magistrature suprême? Ben, pourquoi pas? On n'a pas créé un parti politique pour accompagner les autres, nous avons créé un parti politique pour prendre le pouvoir. Et tout dépendra du contexte politique dans le pays. S'il faut aller chercher les pouvoirs au sommet, nous irons le chercher au sommet. S'il faut aller chercher dans différents niveaux, au niveau provincial, national, à quelque niveau que ce soit, où on peut exercer les pouvoirs, nous irons le chercher pour le bien-être des Congolais. Alors, écolo, c'est tout le monde qui peut adhérer? Tout le monde. Toute la population? Tout le monde. Il suffit d'avoir 18 ans. Vous êtes dans écolo. Je ne voudrais pas dire écolo, c'est comme les impairs. Hein? Alors, c'est écolo. Donc, écolo, c'est... Même vous êtes dans écolo. Écolo, ça veut dire la patrie. En tant que politicien et tout, qu'est-ce que vous pouvez donner comme un conseil à ces jeunes qui veulent aussi emboîter les pas de la politique? Parce qu'après, c'est quand même un chemin très compliqué. Il faut aimer le pays. Il faut développer, le patriotisme. On ne peut pas faire la politique si au départ, vous n'êtes pas au départ patriote. Je crois que l'exercice des responsabilités politiques demande à ce que les gens qui s'y donnent puissent être effectivement attachés à la patrie, attachés aux valeurs de l'État et attachés au peuple. Donc aussi longtemps que vous ne partagez pas ces valeurs-là, cet attachement à la patrie, cet attachement au peuple, cet engagement, je pense que les partis politiques, ce n'est pas un cadre pour vous. Alors qu'est-ce que vous voudrez que la jeunesse aujourd'hui garde de Chris Mukendi comme héritage? Quel héritage vous voulez que tous ces jeunes, toutes ces personnes gardent de vous? L'engagement. L'engagement. L'engagement pour le bien-être de tous. C'est là le combat. C'est là la lutte. Je crois que s'il y a un héritage que je dois partager à la jeunesse, à tous ceux qui adhèrent au combat de Chris Mukendi, c'est l'engagement pour l'amélioration des conditions de tous les Congolais. Pas pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de tous. Parlons actualité, actuellement, dans toutes les bouches, la révision constitutionnelle, les changements de la Constitution. Chris Mukendi, en tant que président du parti écolo, pour ou contre la révision? Moi, je suis pour, puisque les débats c'est pour ou contre, je suis d'accord parce que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de la révision constitutionnelle, mais la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de changement de la Constitution. Voilà, donc Chris Mukendi est pour la révision de certains articles de la Constitution parce que, déjà dans notre projet de société, nous envisageons des réformes institutionnelles, des réformes à tous les niveaux. Donc nous sommes pour la révision, mais faudra-t-il encore que les matières qui feront l'objet de cette révision soient des matières qui ne soient pas des matières intangibles. Parce que vous savez, dans cette constitution, il y a ce qu'on appelle en lingala équila. Il y a des équilas dedans. Voilà. Des choses qu'on ne peut pas toucher, notamment la durée du mandat du chef de l'État, notamment le nombre du mandat du chef de l'État et d'autres choses, le pluralisme syndical, tout ça sont des choses pour lesquelles on ne transige pas et qui constituent effectivement l'âme de cette constitution. Donc Chris Mukendi et son parti politique écolo sont d'accord pour la révision de la constitution, dans l'hypothèse où la classe politique opterait pour cette démarche. Mais les changements, nous pensons que ça pourra créer beaucoup plus de fissures dans notre pays. Les pays déjà faibles, les pays déjà fragiles, il ne faudra pas que nous puissions davantage la fragiliser en levant une option qui donnera raison
à ceux qui prennent les armes demain. Donc moi je crois qu'il faut que la voie de la sagesse puisse nous guider tous pour que nous puissions en tout cas placer nos intérêts personnels plus bas que les intérêts de la République. Faisons la promotion de la République, ne faisons pas la promotion des hommes, ne faisons pas la promotion de nos intérêts. On est écolo. On est écolo. Voilà, c'est ça écolo. Voilà, merci beaucoup Chris Boukedi d'avoir participé dans notre émission. Merci Madame Nyota. Parcours, hein. Merci pour l'opportunité. On vous souhaite également un très bon parcours. Merci beaucoup Madame. Et succès, plein de succès dans votre carrière. Plein succès à la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Libre Parcours. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec une nouvelle personnalité qui nous relatera son parcours.